spéciale élection régionale sur Sensation Normandie. Bonjour, bienvenue dans notre parenthèse politique sur Radio Sensation Normandie. Vous le savez, des élections se profilent pour ce début du mois de décembre. Les électeurs de Haute et de Basse Normandie sont appelés doublement aux urnes les dimanches 6 et 13 décembre avec un objectif: élire les 102 conseillers régionaux qui les représenteront dans la Normandie réunifiée. Ça sera du reste la toute dernière élection avant la présidentielle de 2017. La région, en gros, elle a en charge notamment le développement économique. Elle gère les fonds européens, elle organise aussi les transports ferroviaires, elle entretient les lycées, elle coordonne les actions en faveur de l'environnement, elle est aussi responsable de la formation, de l'apprentissage. Elle peut aussi amener quelques financements pour des projets structurants, les ports et les aéroports. Elle a aussi des compétences particulières sur des projets culturels et sportifs. Des conseillers donc au nombre de 47 pour la Basse, 53 pour la Haute-Normandie, qui seront donc élus d'ici le début du mois de décembre. Nous allons parler avec notre invité du jour, Nicolas Calbrix, pour la liste Debout la France, d'emploi, d'économie, d'agriculture, de COP21, de transport et également de politique sociale. Nicolas Calbrix, bonjour. Bonjour. Vous représentez la liste Debout la France, vous êtes normand et vous êtes impliqué dans cette élection pour une raison bien particulière, c'est que vous et la politique, ça fait déjà pas mal de temps. Oui, je suis donc chef de file pour Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan pour les élections régionales. Je me suis présenté aux élections cantonales à Brionne, juste à côté de votre studio. Je suis un soutien de Nicolas Dupont-Aignan depuis des années. Et donc ces élections régionales sont justement un beau projet, une belle élection, puisque pour la première fois on vote sur une région réunifiée. On vote, les Normands l'attendaient depuis des années, les querelles politiciennes fait que ça ne s'est jamais fait. Et on peut le voir encore avec les déclarations de Meyer Rossignol il y a moins d'un an, disant que la réunification n'était pas la priorité. Donc au contraire, nous on est très contents que la réunification soit faite, que les Normands puissent enfin travailler ensemble, qu'on ait une région qui soit cohérente, qui puisse peser plus, parce que c'est aussi un des problèmes de notre région, c'est que cette division a affaibli notre région pendant des années et des années, et que maintenant on va enfin pouvoir mettre certains sujets sur la table, se bagarrer pour que les Normands obtiennent les investissements qu'ils méritent, aussi bien sur l'aéroport, les ports, les transports, le ferroviaire, qui est quand même un des gros chantiers. Donc voilà, une élection très importante, une élection qui doit améliorer, à notre sens, vraiment la vie quotidienne des Normands. Il ne s'agit pas d'élire le nouveau Roitelet de Normandie ou le nouveau duché d'une Normandie, même si elle est conquérante. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'élire une nouvelle équipe avec des nouvelles idées pour s'occuper des problèmes quotidiens des Normands, pour améliorer leur vie quotidienne, qu'on ait du renouveau à la région et qu'on ait un vrai souci de la vie quotidienne des Normands. Vos adversaires, vos détracteurs, ceux qui ne vous connaissent pas ou vous connaissent mal, disent de vous êtes plutôt un Normand de Paris, qui n'avait pas une vision assez large de cette nouvelle Normandie. Non, au contraire, on a une liste qui rassemble toute la Normandie. On a des colistiers qui viennent de partout. Moi-même, je suis d'Évreux. Je connais la campagne bien n'est pas commandité de Paris. Non, la campagne est normande. On parcourt la Normandie depuis des mois et des mois à la rencontre des Normands. On connaît très bien les transports. Moi-même, par exemple, je suis abonné au train qui fait Évreux-Paris. Alors oui, je travaille sur Paris, mais comme beaucoup de Normands, je suis abonné. Je souffre en premier des conditions de transport assez catastrophiques et des prix exorbitants sur les transports. Donc quand je parle des transports, je sais de quoi je parle réellement. Je le prends, ce train qui est une fois par semaine en retard, qui à chaque fois qu'on prend l'abonnement, ça fait très mal. Vraiment, nous on a mené et on mène depuis des mois une campagne en s'attachant à aller partout, à aller soutenir tous les Normands qui réussissent, à aller montrer les problèmes, mais aussi soutenir les Normands qui réussissent. On sort aussi des grandes agglomérations. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a des listes concurrentes qui sont très centrées sur les grandes agglomérations. Nous, au contraire, on pense que la richesse de notre région et de notre Normandie, c'est justement tout ce réseau de villes moyennes, de petites et moyennes villes, cette ruralité. Il y a 2/3 des Normands qui habitent ni à Caen, ni à Rouen, ni au Havre. C'est en premier lieu vers eux qu'on veut s'adresser pour justement les toucher, améliorer leur vie quotidienne. Alors bien sûr qu'il y a un équilibre territorial à avoir. L'État a mis la préfecture à Rouen, le conseil régional de fait doit être à Caen puisqu'on est une région d'équilibre et les institutions économiques au Havre. Mais c'est pas le prétexte de faire cette nouvelle Normandie pour tout concentrer dans les grandes villes. Au contraire, nous on veut que, et on s'engage là-dessus, c'est que les investissements
soit répartis dans toute la région, qu'on ait des plans d'investissement qui aillent aussi vers les territoires ruraux. Par exemple, nous, on a une proposition qui est assez simple, c'est un plan numérique 2020 pour que tous les Normands aient le téléphone portable. Je vous disais tout à l'heure que j'ai fait campagne à Brionne juste à côté. Un tiers des villes n'ont pas le téléphone portable et que tous les Normands aient l'accès au débit avant d'apporter la fibre optique dans les grandes villes, d'apporter la fibre optique à Rouen, Caen ou au Havre, qu'on s'occupe déjà de s'assurer que tous les Normands aient le numérique, que tous les Normands aient une connexion internet satisfaisante. C'est un formidable démultiplicateur pour les emplois. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voulez qu'un artisan travaille dans les zones rurales s'il n'a pas l'internet et il n'a pas le téléphone? Comment il fait pour envoyer une facture? Comment il fait pour rappeler ses clients? Voilà. Donc que la région se rende utile là-dessus, qu'elle accompagne les départements, qu'on mette en place ce plan numérique 2020 pour que partout en Normandie, on ait l'internet au débit. On a tapé un peu sur les transports, d'après ce que j'ai compris dans votre discours. La région Haute-Normandie a fait beaucoup, en tout cas selon elle, pour le ferroviaire dans son secteur. La Basse-Normandie, c'est un peu plus délicat. Est-ce qu'on peut encore sauver le soldat SNCF? La région seule peut-elle le faire, ou il faut encore s'appuyer sur l'État? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Le transport ferroviaire est un sujet compliqué qu'il ne faut pas aborder à la légère avec des phrases incantatoires. Ce qu'on sait par contre, c'est que la région a fait des choses, il ne faut pas raconter n'importe quoi, mais elle n'a pas fait assez, et puis surtout c'est sur le service rendu qu'il faut juger. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a des lignes qui ne sont pas bien entretenues, on a des zones qui sont encore non électrifiées, ça demande des investissements importants, et nous on aimerait aussi à Debout la France que les investissements n'arrivent pas que avant les élections régionales, qu'on ait vraiment des plans réguliers d'investissement pour mettre les choses en place. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même que le transport, on est au début du XXe siècle, rien n'a évolué depuis 30 ans et ça ne s'est pas réellement amélioré, qu'on voyage moins rapidement qu'il y a quelques années. Donc nous, on propose simplement que les transports soient la priorité numéro 1, qu'on réoriente tout l'argent qui est aujourd'hui mis dans l'éolien offshore, mettre des éoliennes, des éoliennes, aider EDF ou Engie à mettre des éoliennes au large de nos côtes en pleine zone de pêche. Pour nous, c'est absurde. Nous, on veut que tous les millions qui sont mis là-dedans soient remis dans le ferroviaire avec quelques priorités. La première, c'est l'électrification du réseau. Je pense par exemple au Caen-Rouen. Aujourd'hui, on peut mettre autant d'allers-retours qu'on veut sur le Caen-Rouen. Tant qu'il sera en 1h45, personne ne le prendra et tout le monde préférera la voiture. Donc voilà, l'enjeu, c'est d'améliorer les temps de transport, d'avoir du matériel confortable. La climatisation l'été, le chauffage l'hiver, le Wi-Fi dans les trains, le Wi-Fi dans les gares, la sécurité également avec la vidéoprotection dans toutes les rames et des personnels de sécurité présents en gare et présents dans les trains. On propose par exemple qu'il y ait une police normande qui soit créée sur le modèle de ce qui est fait en Ile-de-France pour qu'il y ait une vraie police présente dans les gares, présente dans les trains, là où il y en a besoin. On voit que les agressions se sont un peu multipliées ces dernières semaines. Il y a vraiment besoin de traiter ce problème. Elle existe voilà. La police ferroviaire pourtant. Elle existe, mais elle n'est pas présente aujourd'hui dans les trains. On veut vraiment une police ferroviaire qui soit spécifique à la Normandie, qui traite les problèmes d'insécurité qu'il y a sur le réseau en Normandie, beaucoup plus présente, et qu'on ne dépende pas tout le temps d'une police nationale, qu'on ait aussi une police sur la région vraiment active dans les trains, qui soit vraiment chargée de sécuriser ses gares et ses trains. Vous êtes aussi un peu vent debout contre le leadership à outrance peut-être des autoroutes, des sociétés autoroutières? Ah oui, là c'est un vieux combat qu'on mène depuis plus de 10 ans avec Nicolas Dupont-Aignan. On s'était opposé au moment de la privatisation, puisque pour nous les autoroutes sont un bien public qui a été payé une première fois par nos impôts lorsqu'elles ont été construites, qui ont été encore une fois payées lorsque les Normands les ont utilisées. On voit que la 13 est quand même le plus vieille autoroute de France, qui est amortie, réamortie, et on a une société qui fait des bénéfices dessus. Alors il ne s'agit pas de taper que sur ces sociétés-là, mais de dire que le système ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les autoroutes redeviennent la propriété de l'État, et surtout que les bénéfices des sociétés autoroutières, d'abord, on va commencer par baisser un peu les tarifs, parce qu'on voit bien qu'en Normandie, ils sont surévalués entre 20 et 30%, mais aussi que les bénéfices des sociétés d'autoroutes soient affectés dans chaque région à la modernisation du réseau. Dans les petites communes et dans les petites villes, on a un réseau qui est en grande souffrance, mais aussi à la modernisation des investissements, des transports. Et justement, ça doit être là la manne pour les investissements dans le ferroviaire, pour améliorer notre réseau, pour avoir des trains neufs, pour avoir des voies entretenues, pour avoir l'électrification du réseau. Voilà, c'est ça le vrai point. Sur le transport, permettez-moi quand même d'ajouter un point qui est que
on nous parle tout le temps du grand projet de la LNPN. Nous, on n'est pas fondamentalement opposés à ce projet. Simplement, dire aux Normands que leur situation va s'améliorer en 2030 ou en 2050 sur un projet qui va coûter 17 milliards, on pense qu'il y a quand même mieux à faire et surtout de faire plus intelligent. Alors oui, la LNPN, c'est un objectif long terme, c'est un objectif qui a une vraie utilité pour faire sauter le Neumantois et pour parler d'égal à l'égal avec l'État et avec l'Île-de-France, où on a un problème à Mantes-la-Jolie qui retarde tous nos trains, où on n'est jamais prioritaire. Moi, je prends le Évreux-Paris, c'est tout le temps le problème à Mantes-la-Jolie qui fait qu'on est en retard, qui fait qu'on a des trains annulés. Voilà, c'est toujours là parce que c'est saturé, parce que les trains normands où il y a 400 ou 500 personnes dedans sont jamais prioritaires sur les trains franciliens où il y a 1000 ou 1500 personnes dedans. Et ça, c'est un fait. Donc, que la LNPN nous permette d'avoir cet investissement qui permette de faire sauter le Neumantois et que enfin les trains normands à la sortie de Paris aient leur propre voie et on gagnera entre 10 et 15 minutes sur le Rouen-Paris ou sur le Évreux-Paris. Voilà, ça c'est le premier point important. Mais pour le reste, dépenser 17 milliards pour certaines portions, ou par exemple le Rouen-Yvetot, c'est gagner 7 minutes sur cette portion-là pour plus d'1 milliard. Nous, on pense qu'il y a vraiment mieux à faire. Qu'on réoriente toute cette manne d'argent vers l'amélioration du quotidien, l'amélioration du transport, la rénovation des voies existantes qui sont quand même mal entretenues. On a rencontré certains présidents d'associations d'usagers qui nous disaient que c'était totalement ubuesque des causes d'annulation parce que les investissements n'ont pas été faits. Voilà, qu'on s'occupe maintenant, dans les 6 prochaines années, du ferroviaire et du quotidien des Normandes, ça c'est une priorité. Et puis j'ajoute qu'on considère aussi mieux les usagers. Aujourd'hui, il n'y a pas de système de dédommagement pour les retards obligatoire, par exemple, pour les abonnés. Il n'y a pas de système où les usagers sont réellement pris en compte. Nous, on veut un vrai conseil des usagers auprès du vice-président de la région au transport qui relève la ponctualité et puis surtout qu'on durcisse la convention avec la SNCF. Vous parliez tout à l'heure de est-ce que ça dépendra, est-ce que la région peut faire ça toute seule ou est-ce qu'il y a besoin de l'État? Il y a besoin de la SNCF, mais on passe une convention sur les transports, sur le TER avec la SNCF. On a besoin de durcir cette convention. La SNCF ne peut pas être à la fois juge et partie, c'est-à-dire décider les critères de quand elle est à l'heure ou pas à l'heure, et en même temps s'appliquer les sanctions, à tel point qu'aujourd'hui, avec le réseau qu'on connaît en Normandie, il n'y a aucune sanction qui sont prononcées contre la SNCF. Donc nous, on veut des sanctions automatiques faites par des membres des usagers. Il y a un peu d'impartialité dans les calculs de ponctualité et surtout des sanctions automatiques qui ne soient pas reversées à la région mais qui soient reversées aux usagers. C'est les usagers qui sont pénalisés, c'est eux qui doivent toucher en réduction de leur abonnement, en réduction de leur billet de train, voilà le fruit de ces sanctions. Surtout que le train devient de plus en plus cher. Donc là, c'est un autre point qui est quand même important. Nous, on souhaite qu'il y ait une carte de transport sur le modèle du Pass Navigo en Ile-de-France qui donne accès à tous les moyens de transport en Normandie de manière illimitée pour une somme raisonnable, entre 50 et 70 euros par mois, pour avoir accès au bus, pour avoir accès au TER, pour avoir accès aux bus interurbains, aux bus dans les agglomérations. Voilà. Il y a la carte à tout mode qui existe déjà. Qui est pas illimitée, ouais. On doit quand même payer son billet à chaque fois. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on ait une carte où il n'y ait plus besoin d'acheter un billet, qu'elle soit de manière illimitée, qu'on voyage librement. Dans un premier temps, on l'expérimentera pour les étudiants et pour les travailleurs. Si ça fonctionne, si le public répond présent et s'il y a les moyens de le financer, qu'on l'étende à tout le monde, ça sera un vrai moyen pour refaire préférer le train aux Normands, refaire préférer les transports collectifs et normands, et voilà, hein, quelque chose qui permettra d'améliorer l'écologie, d'améliorer la circulation, de réduire la pollution. Voilà, que les Normands, grâce à cette carte et grâce à un service plus efficace, puissent retrouver le chemin de reprendre le train. Nicolas Calbrix, on vous a entendu tout à l'heure un peu déplorer ces fameuses éoliennes au large de nos côtes normandes qui vont pourtant se faire entre Cherbourg et le Tréport. Vous êtes sans doute l'un des seuls à vous mettre en tout cas vent debout contre ce projet, puisque à gauche, voire même Hervé Morin, avec ces nouvelles usines, ces entreprises qui vont naître à Cherbourg ou au Havre pour ces pales d'éoliennes, c'est ce qu'on appelle l'économie verte, la transition énergétique. On y va en tout cas tout droit. On ne peut pas passer au travers de cela. Alors, tout d'abord, à tous ceux qui promettent plein d'emplois, qu'on attende de les avoir, les emplois, avant de dire, il y a de crier Areva victoire. Qui doit installer des usines. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a beaucoup travaillé ce sujet avec Nicolas Dupont-Aignan. On nous promettait la même chose sur le panneau solaire il y a des années. On voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un producteur
de panneaux solaires en France, Photowatt, qui est dans l'Isère. Tout le reste a fermé parce qu'il y a eu le dumping des Chinois. Là, on nous promet des centaines et des centaines d'emplois. Ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, sur le Tréport, c'est que la zone éolienne est implantée en pleine zone de pêche et que là, directement, c'est 800 emplois de pêcheurs qui sont menacés et que de l'autre côté, on nous promet des emplois dont on n'a pas encore vu la couleur. Donc, on est très prudent là-dessus. Et puis, le vrai problème de l'éolien pour nous, c'est que des gens veuillent installer des éoliennes sur les fonds privés, on n'a rien contre la libre entreprise, au contraire, qu'on libère les énergies, mais que ça se fasse qu'avec des subventions publiques, que ça se fasse en taxant les Français sur leurs factures. Voilà, là, aujourd'hui, c'est un système de bulles et de mode. Il faut faire la transition énergétique, donc on taxe les Français sur leurs impôts, on taxe les Français sur leurs factures pour financer l'éolien offshore, qui ne va pas créer d'emplois. Moi, vous savez, ces usines-là, quand les Chinois vont débarquer et qui vont concurrencer fortement, on ne tiendra pas puisqu'il n'y a pas de contrôle, des produits importés, il n'y a pas de préférence à la production française. Voilà, donc aujourd'hui l'éolien, il faut continuer à investir dans certaines énergies renouvelables, bien sûr, le panneau solaire de demain, les énergies marémotrices, l'hydrolien. Ça, au contraire, il faut y aller. Mais pour nous, l'éolien est une arnaque. On a quand même plus de vent en Normandie que de soleil, quoi. Oui, tout à fait. Mais pour nous, c'est une arnaque. Ça fonctionne 30% du temps. Le reste du temps, il faut compenser. Les grands champs éoliens sont faits sur fonds publics. Il y a un mitage incroyable de nos territoires. Les maisons perdent entre 30 et 50% de leur valeur quand il y a une éolienne qui s'installe à côté. Permettez-moi d'en douter et permettez-moi de défendre ceux qui ont des maisons à côté, qui n'en veulent pas et qui n'ont jamais leur mot à dire. Voilà, donc pour nous, l'éolien, qu'on le fasse dans d'autres régions, c'est très bien. Nous, sur nos côtes, on n'en veut pas. Voilà. De la mer à la terre, l'agriculture, le paysan français et normand de surcroît est en grande difficulté, que ce soit économique comme difficulté écologique, puisqu'on lui demande toujours plus, on lui demande de faire du circuit court, on lui demande d'être quasiment écolo-responsable. Est-ce que vous avez un discours particulier au travers de votre liste pour l'agriculture normande ? Bien sûr, la tête de liste dans le Calvados est agricultrice, elle est éleveur laitier, elle traite ses vaches tous les matins et tous les soirs. On a un vrai souci des agriculteurs et ce qu'on voit, c'est que les politiques soutiennent le monde agricole seulement à chaque crise. Entre les deux, il n'y a rien qui est fait, aucune de leurs préoccupations réelles est prise en compte. Beaucoup d'agriculteurs s'étaient opposés à la contractualisation de Bruno Le Maire, pourtant ils l'ont fait. On voit les catastrophes que ça a sur la filière lait aujourd'hui. Donc voilà, nous ce qu'on dit à la région, sur l'agriculture, il ne faut pas raconter de bêtises. Ce n'est pas la région qui va changer la donne dans le monde agricole. C'est une question de politique nationale qui est fondamentale. Est-ce qu'on abandonne ou pas notre agriculture qui fait la richesse de la France depuis des années et qui fait son maillage territorial? Il faudra se battre contre Bruxelles pour le paquet de normes permanents qui arrive. Il faudra se battre aussi contre une certaine idéologie en France qui veut qu'il y ait une surtranscription des normes, qu'on lave plus blanc que blanc, qu'on coche toutes les cases alors que nos concurrents ne le font pas, et ce pointage du doigt permanent par les écologistes de nos agriculteurs, alors que nos agriculteurs sont ceux qui respectent le plus de normes, qui produisent dans les meilleures conditions, qui ont les produits qui passent le mieux les contrôles sanitaires. De la même manière, on ne peut pas accepter qu'on soit en concurrence avec des pays qui utilisent des travailleurs détachés à 400 € dans les abattoirs. Le problème de la filière porcine est là-dessus. De la même manière, on ne peut pas accepter que nos producteurs produisent à perte et qu'on se retrouve avec pas de prix garanti, pas de prix plancher, pas de prix rémunérateur surtout pour eux, et qu'on s'achemine vers un tiers de suppression d'exploitation. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un combat au niveau national qu'on mènera en temps voulu, il y a un combat au niveau régional. Le vrai combat au niveau régional sur l'agriculture, c'est que la région doit servir d'amortisseur, de facilitateur. Aujourd'hui, elle aura à gérer les fonds européens. Nous, on veut que les fonds européens aident réellement les agriculteurs, pas simplement que les fonds européens soient mis sur des projets qui font bien pour couper un ruban quand on est élu, mais que les fonds européens aillent vraiment dans la poche des agriculteurs, que quand ils signent un papier, on s'y engage, et que si l'investissement il est pour 5 ans, que la législation ne soit pas modifiée pendant 5 ans, qu'on ne puisse pas leur retirer les fonds au bout d'un moment, que les agriculteurs sachent en connaissance de cause dans quoi ils s'engagent quand ils signent sur les mesures agro-environnementales, qu'on finance en priorité avec ces fonds européens les mises aux normes qui sont imposées par Bruxelles avant de leur demander d'autres critères dans tous les sens. Voilà. Et puis un autre point qui est extrêmement important là pour apporter de la valeur ajoutée, les circuits courts. Nous, on veut que tous les
toutes les collectivités normandes, et on commencera par le conseil régional avec les lycées, s'approvisionnent en circuit court, et on espère ensuite, et on incitera très fortement les départements, les agglomérations, les communautés de communes, les communes à venir dans ce système et à passer en circuit court avec nos producteurs locaux. Et puis également le prochain vice-président de la région, et donc j'espère que ce sera Anne Boissel, ma colistière dans le Calvados, sera en charge de promouvoir cette marque fabriquée en Normandie. Aujourd'hui, on a un trésor, c'est le nom Normandie, qui est la deuxième région la plus connue du monde. Les Bretons ont réussi à s'organiser pour valoriser leur terroir, pour valoriser cette marque Bretagne. Nous, on en est encore incapables parce qu'il y avait cette fausse frontière entre la haute et la basse Normandie et que chacun tirait dans son coin pour sa chapelle. Donc aujourd'hui, on a besoin que le prochain vice-président à la région prenne en main ce dossier, développe cette marque Normandie, développe un vrai fabriqué en Normandie, valorise au mieux nos produits. On a un formidable atout dans le domaine agricole. Encore faut-il qu'on se mobilise pour les défendre et que les élus se mobilisent pour les défendre. On l'a bien compris. Politique sociale juste après, éducation, on marque une toute petite pause, on se retrouve dans quelques instants.